voulez bien, on va y aller. J'ai tellement de choses à vous dire. Je suis tellement bavarde, donc on va voir si ça tient. Vincent met un parti. On m'a donné 1 heure pour vous parler de psychologie. La présentation, donc je vais vous présenter un PowerPoint qui va accompagner mes paroles. Je le donnerai, pareil, à qui le souhaite, à Michel, et puis peut-être après Michel vous le transmettra. Donc voilà, il n'y a pas de copyright non plus. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut être utile. Donc je remercie déjà les organisateurs pour cette belle soirée. Je suis ravie de me déplacer. Là, c'est un peu tous les week-ends, c'est mon programme. J'étais à Avignon la semaine dernière. Et bref, voilà. Donc j'aime venir auprès des gens pour parler psychologie dans un contexte sacrément difficile, mais je crois que la première arme de résistance psychologique en temps de crise, c'est déjà de comprendre ce qui se passe en fait. Donc c'est pour ça que je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qu'on vit depuis 2 ans. Donc déjà, qui je suis? Donc moi, je suis psychologue. J'ai travaillé 12 ans en protection de l'enfance, donc avec des familles maltraitantes, des enfants maltraités. Et finalement, alors au-delà du fait que cette expérience professionnelle m'a passionnée, je crois que vu ce qu'on vit depuis 2 ans, ça m'a beaucoup aidé à y voir très clair depuis le départ. Donc, je vais vous parler de ces mécanismes-là, bien évidemment, de ma casquette professionnelle. Je suis aussi une maman de 2 enfants, donc j'ai vu aussi la manière dont ils ont vécu les choses de l'intérieur de l'école. Aujourd'hui, ils sont en instruction en famille et ils vont rester. Je suis également l'épouse de Julien, qui est devant, qui filme, qui est un pompier suspendu. Donc voilà, il y a aussi voilà, on a un autre pompier avec moi. J'ai beaucoup de pensées pour ces soignants suspendus depuis trop de temps. Pourquoi cette conférence? Comme je vous le disais, je pense que la priorité, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe, parce que quand on comprend mieux les mécanismes psychologiques qui sont en œuvre depuis 2 ans et demi, parce que ce sont des mécanismes bien connus de manipulation des masses, eh bien on comprend beaucoup mieux pourquoi on en est là aujourd'hui et surtout comment on peut résister à ce déferlement. Donc je vais essayer de balayer de manière... j'espère le plus intelligible possible, hein. Vous pourrez me poser bien sûr vos questions à la fin. Je vais essayer de balayer la manipulation sous plein d'aspects différents, hein. Une manipulation sociétale avec les techniques d'ingénierie sociale, la manipulation au niveau de nos relations interpersonnelles, comment comprendre que certains se sont mis à faire ce qu'ils n'auraient peut-être jamais fait en dehors de cette crise. La manipulation d'un point de vue neurobiologique, qu'est-ce qu'il se passe quand nous baignons dans un stress chronique? Qu'est-ce qui se passe pour nos systèmes nerveux? Voilà, donc je vais balayer la manipulation. Je parlerai bien évidemment des enfants. Je suis très engagée auprès des mamans lourdes aussi pour donner de l'information et surtout alerter les parents sur les conséquences dramatiques qu'il y a aujourd'hui sur les enfants et les adolescents. Donc évidemment, je parlerai des enfants. Et voilà. Donc, voilà ce que j'ai envie de vous parler. Donc, je vais vous faire une brève rétrospective des chocs psychologiques que nous avons endurés depuis 2 ans et demi. Et je vous parlerai des principales techniques d'ingénierie sociale. Donc, l'ingénierie sociale, c'est vraiment le piratage de notre cerveau pour nous faire adopter des comportements que certains veulent. Et je vous parlerai, comme je vous disais, de l'impact du stress chronique, hein, quand il dure, sur le système nerveux, nos réactions émotionnelles, les relations interpersonnelles et sur la construction de nos enfants. Nous reviendrons sur des situations de non-sens que nous avons vécues depuis 2 ans et demi. Je parlerai de la question du port du masque, le fameux port du masque. Je vous donnerai des grandes familles, des différents impacts psychologiques aujourd'hui qu'on voit dans notre société et qui aujourd'hui sont sourcés, on a des études qui le montrent. Et bien évidemment, je terminerai par le kit de résistance psychologique en vous donnant plein de pistes pour prendre soin de vous, prendre soin de vos proches et pour éviter que, pour les prochains chapitres, parce que nous savons tous qu'il va y en avoir, comment finalement résister aux autres. Donc,
petite rétrospective des différents chocs traumatiques. Alors, quand je dis choc traumatique, ce n'est pas un abus de langage, c'est une véritable notion. Hein. Nous sommes dans des chocs traumatiques depuis 2 ans et demi. En fait, un traumatisme, c'est un événement qui survient de manière soudaine dans le parcours de vie d'une personne sans qu'on y soit préparé. Je ne sais pas vous, mais moi, jamais je n'aurais imaginé vivre de telles situations. Éventuellement, voilà, c'était des choses qu'on pouvait voir dans les livres, dans les films, mais comme beaucoup, hein, j'ai été pendant, je pense, 30 jours à peu près, ça n'a pas duré, mais voilà, dans l'expectative, qu'est-ce qui se passe, etc. J'avais même, à cette époque, commencé à enregistrer, je faisais des lives pour les parents, j'enregistrais des vidéos pour donner des bons conseils, pour amener nos enfants à bien porter le masque. Quand j'y repense, alors bien évidemment, à l'époque, je pensais que ça allait durer que quelques jours, voire quelques semaines. Et on est tous programmés pour gérer du stress, mais quand il est à faible dose, en fait. Jamais je n'aurais pensé, en tout cas, qu'on en soit là au bout de 2 ans et demi. Et en même temps, avec le recul, on sait bien que tout était bien sûr prévu. Donc le fameux 16 mars 2020, on s'en souvient bien, c'est l'annonce du premier confinement et c'est ce qu'on appelle chez nous les psychologues la scène traumatique. C'est la scène originelle. Alors bien évidemment, il y en a eu d'autres dans l'histoire, hein, des autres scènes qui se préparaient à celle-ci. Mais si je cloisonne ça dans le temps, je vais revenir à mars 2020. Et comme disait Stéphane tout à l'heure, le fameux « nous sommes en guerre », cette phrase vient véritablement toucher nos peurs existentielles. Hein, en tant qu'être humain, la plus grande peur qu'on puisse vivre, c'est la peur de mourir, pour notre propre mort ou pour la mort de nos proches. Donc le « nous sommes en guerre » touche nos peurs existentielles. Mais d'ailleurs, je suis complètement d'accord avec notre cher président. Nous sommes en guerre, mais pas du tout contre un virus, comme le disait très bien Stéphane. Nous sommes en guerre contre les peuples. Et l'arme la plus puissante n'est pas le Covid, mais bien évidemment la terreur. Nous avons vu nos restrictions, nos libertés restreintes avec des isolements, des punitions à outrance. Nous avons commencé à avoir peur de nous-mêmes, même quand nous avons appris que même en étant en bonne santé, nous pouvions être dangereux. Et nous avons appris aussi à avoir peur des autres. Bien évidemment, nous avons plein de bébés qui sont arrivés au monde avec des adultes masqués. Je vous parlerai tout à l'heure des enfants et notamment comment se construit le système nerveux d'un enfant. Et quand on voit à quel point un enfant a besoin de voir les visages, a besoin de voir les expressions, bien évidemment que ces bébés de 2020 vont perdre probablement des chances de développer certaines choses. Et bien évidemment, nous avons aussi assisté à des fins de vie entravées, des personnes qui sont parties dans une solitude sans nom, sans pouvoir être entourées de leurs proches, et sans que les familles puissent aussi faire leur deuil. Notre cher Monsieur Salomon, qui décomptait quotidiennement le nombre de morts, je dis souvent dans mes formations, parce que je suis aussi formatrice en psychotraumatologie, que pour visualiser le cerveau d'un être humain qui est traumatisé, vous regardez BFM TV, c'est exactement la même chose. BFM TV, en fait, quelqu'un qui a vécu un traumatisme, il a des images qui tournent en boucle tout le temps, c'est la mémoire traumatique. BFM TV fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on a les mêmes images qui reviennent en boucle, et on a le fameux bandeau où il y a toujours les mêmes phrases qui tournent en boucle. Donc BFM reproduit de manière incessante le cerveau de quelqu'un qui est traumatisé. Et bien sûr, toutes ces incertitudes, ces imprévisibilités, il y a eu des grands oubliés pendant le premier confinement, c'était les étudiants qui ont été confinés, qui se sont mis à faire leurs cours à distance. Et quand on sait à quel point, quand on est étudiant, jeune adulte, on a un besoin incroyable d'arriver à se projeter, d'arriver à construire un projet professionnel, un projet de vie, aujourd'hui on voit les effets psychologiques que ça a sur cette population. Le nombre d'allocutions présidentielles anxiogènes, avec l'annonce bien évidemment de l'obligation vaccinale des soignants, qui a été un nouveau choc, en tout cas, voilà. Malgré tout, je trouve que cette annonce a réveillé un petit peu la population. Voilà. J'y reviendrai sur cette obligation. La mise en place du pass vaccinal, le pass sanitaire, évidemment c'était pour emmerder les non-vaccinés, on l'a bien compris, avec les gens qui étaient essentiels, les non essentiels.
On a ostracisé nos éminents scientifiques, M. Perron, M. Raoult, M. Montagnier et d'autres, et bien évidemment tous ceux qui refusaient d'obéir à la doxa, au discours gouvernemental. Moi, je me suis très rapidement positionnée, c'est quand on a masqué les professionnels de la petite enfance, et aussi quand on a interdit les gens de penser et de questionner. Donc pour une psychologue qui est quand même... Moi, je suis garante du respect de l'intégrité des gens, psychologiquement. Quand j'ai compris qu'on interdisait les gens de poser des questions, de douter et de questionner, là, ça a éveillé ma boussole intérieure. Et bien sûr, les mots comme les cas, les variants, les tests et tout ça, bien sûr, et je vous en reparlerai, ça réactive notre fameuse mémoire traumatique. Donc, j'imagine que vous avez tous entendu parler, enfin peut-être pas, je ne sais pas, mais de l'expérience de Milgram concernant la soumission à l'autorité. Donc, quand on connaît cette expérience, on comprend mieux pourquoi certains ont obéi à certaines personnes en qui ils prêtaient autorité. Donc, j'ai une toute petite vidéo de 2 minutes que j'aimerais juste vous montrer parce que ça résume bien l'expérience de Milgram et puis on en reparle juste après. Conduite à l'université de Yale, aux États-Unis, cette expérience a permis de tester des individus ordinaires, tous d'accord pour aider la science à mettre au point un programme sur la mémoire. 2 sujets étaient convoqués. L'un devait retrouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'il devait retenir en 1 minute. Installé dans une petite pièce, il était attaché à une chaise. À sa gauche, un bracelet électrique lui enverrait des punitions à chaque erreur. Plus il se tromperait, plus violent serait le choc électrique. Le deuxième homme était installé dans une autre pièce. C'était à lui de lire les questions et d'infliger les punitions, le choc électrique. Il n'y avait aucun choc. Les cris étaient enregistrés. L'homme attaché était un acteur. Le sujet de l'expérience était le questionneur. Jusqu'où allait-il obéir? À la stupéfaction des chercheurs, 62% des gens se soumettaient aux ordres et administraient des chocs ultimes malgré les hurlements de douleur de l'acteur. Incorrect. Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. Continue, please. Voilà. Tout individu peut commettre les pires atrocités quand il répond aux ordres de quelqu'un en qui il donne l'autorité. Donc, Milgram, c'est les années 60, 1960, cette expérience. Donc, elle est bien connue des psychologues, mais aussi des gens qui ont utilisé ces techniques qu'on appelle aujourd'hui d'ingénierie sociale pour faire obéir les populations, même à des choses qu'elles n'auraient jamais faites si elles n'avaient pas été sous stress. Mais d'ailleurs, nous sommes conditionnés, sans que nous en ayons conscience, dès notre plus jeune âge. La vie en société, d'ailleurs, nécessite des conditionnements. Les conditionnements, ce n'est pas forcément négatif. Mais le problème, c'est que dès le plus jeune âge, concernant l'autorité, nous avons appris à obéir. Écoute maman, écoute papa, c'est pour ton bien. Si le maître t'a puni, c'est qu'il y avait une bonne raison. C'est le docteur qui sait mieux que nous, etc., etc. Donc finalement, nous avons appris, enseigné à nos enfants, dès le plus jeune âge, ce qu'on appelle l'impuissance apprise et la soumission. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut avoir beaucoup d'empathie et de compassion envers les gens qui obéissent, en fait, parce qu'ils ne font qu'adopter finalement des comportements qu'ils ont appris depuis tout temps.
Voilà, donc face à une règle injuste ou insensée, nous avons un réflexe de résignation qui est en lien avec notre mécanisme d'apprentissage, avec une peur de la sanction, une peur d'être exclu du groupe aussi. Si je me manifeste, si je donne une opinion qui n'est pas celle visiblement partagée par le groupe, j'ai peur d'être exclu. Donc, bon, je pourrais parler 1 heure ou voire plus de ça, mais je pense qu'il est urgent de repenser notre éducation, déjà notre rapport à nos enfants, qu'est-ce qu'on leur enseigne dès le plus jeune âge, et vraiment d'abolir ces règles de domination, parce que continuer à apprendre à nos enfants qu'il faut obéir à l'adulte, qu'il faut écouter et arrêter de parler, eh bien, je vous laisse imaginer ce que ça donne après quand les enfants rencontrent des personnes qui leur veulent du mal, mais ils ont appris malheureusement à se soumettre et à être dans la peur. Donc tout ça, bien sûr, donne naissance aux techniques d'ingénierie sociale. Donc c'est des techniques qu'on a tous quand on regarde la télé, quand on écoute certains médias, mais notre vie, notre quotidien est fait de techniques d'ingénierie sociale. C'est un véritable piratage psychologique. On croit être libre, mais en fait, on est véritablement conditionné dans notre quotidien. Tout d'abord, nous sommes distraits, depuis des années, nous sommes distraits par la télé, les émissions, Netflix et tout ça, avec des heures passées à ingurgiter sans résistance. Quand on regarde la télé, notamment, on a des ondes alpha qui se mettent en marche dans notre cerveau. C'est vraiment cette tendance à se sentir hypnotisé ou vraiment pris par un film ou pris par une série. On n'arrive pas à décrocher. Donc ça, c'est vraiment au niveau du cerveau. Un véritable état d'hypnose qui se passe, et donc nos esprits critiques s'éteignent et on ingurgite sans même s'en rendre compte des tonnes d'informations. Un deuxième mécanisme d'ingénierie sociale, c'est de créer un problème pour mieux le résoudre. Donc ça s'appelle la stratégie du choc de Naomi Klein. Donc en gros, on saccage un pays, on saccage le service public, on saccage l'éducation, on saccage l'économie, on saccage l'hôpital. Et ensuite, on arrive comme un héros pour résoudre les problèmes, bien évidemment, avec une solution qui nous arrange, qui les arrange plutôt. Un troisième mécanisme, c'est la dégradation progressive. Donc ça, c'est la métaphore de la grenouille. Je ne sais pas si vous connaissez cette métaphore, elle illustre quand même bien cette dégradation progressive. Si en mars 2020, on nous avait dit qu'on était confinés, qu'il y avait une obligation vaccinale, qu'on ne pourrait plus aller au restaurant, qu'il fallait manger assis et pas debout, que les enfants de 12 ans ne pourraient plus rentrer dans une bibliothèque, jamais on n'aurait admis ça. Qu'il fallait se signer des auto-attestations pour aller à 1 km pendant 1 heure. Donc jamais on n'aurait accepté ça. Ça aurait été un delta trop important. La métaphore de la grenouille, c'est une histoire qui raconte que si vous mettez une grenouille dans une bassine, dans une casserole d'eau froide, elle va patauger, elle va être bien, elle est bien quoi, elle nage, et vous augmentez d'1 degré l'eau, mais du coup la grenouille elle s'en rend même pas compte tellement c'est infime. Vous augmentez encore d'1 degré, et ça vous le faites très progressivement. La grenouille ne se rend compte de rien, sauf qu'à un moment donné elle va mourir cuite, sans s'en rendre compte. Donc ça c'est vraiment la dégradation progressive, c'est-à-dire qu'on fait vivre aux populations des choses, des transformations de leur quotidien, mais tellement progressives, tellement de manière progressive qu'à un moment donné, on ne s'en rend même plus compte. Un autre mécanisme, c'est la stratégie du différé. Donc, c'est-à-dire, on va maintenir la population dans un état émotionnel, par exemple la peur, et on va dire, bon, là, on lutte contre le virus, l'économie, on s'en occupera plus tard. Sauf que le problème, c'est que le plus tard, on n'y revient jamais. Après, on s'occupe de la guerre en Ukraine. On verra plus tard pour la réintégration des soignants. C'est pas le plus important maintenant. Sauf qu'on n'y revient pas. Et ça, on a bien vu qu'il y avait toujours des choses qu'on nous disait on y reviendra, sauf qu'on n'y reviendra pas. Et le problème, c'est que les populations oublient d'y revenir. Enfin, pas nous, Non. L'infantilisation de la population, ça aussi c'est un beau mécanisme d'ingénierie. Donc on a infantilisé, vous avez mal fait, il faut mettre papier mamie dans la cuisine, si vous les rendez malades c'est de votre faute. Donc on a considéré la population comme de véritables enfants. Il y a une superbe vidéo de Ursula qui montre comment on se lave les mains. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, elle est fantastique, fantastique. Donc si vous voulez apprendre à vous laver les mains, regardez Ursula. Voilà, elle le fait très très bien.
Et cette infantilisation, c'est un véritable renversement des valeurs, en fait. Ça fait bugger nos cerveaux. On se dit, mais pourquoi ils nous disent ça, en fait? S'ils nous disent ça, c'est peut-être vraiment qu'il y a quelque chose de grave. Alors qu'en fait, c'est juste une technique d'ingénierie sociale pour vous rendre comme des enfants. Et j'y reviendrai après. Hein, et on a rendu nos enfants adultes. Hein, donc il y a une véritable inversion des valeurs où c'est les enfants qui ont été censés protéger les adultes. Pour éviter aussi d'avoir trop de colère, on va faire culpabiliser la population. Hein, parce que par définition, si vous vous sentez coupable, vous ne pouvez pas vraiment réagir par la colère. Donc c'est beaucoup mieux de faire culpabiliser une population pour éviter qu'elle se mette en colère. Et on a bien vu à travers des campagnes de pub culpabilisantes à outrance à quel point ils s'en sont donnés à cœur joie. Il faut éteindre la colère des gens. J'y reviendrai sur la colère saine. On a vraiment besoin de reconnecter. Ils se sont aussi beaucoup adressés à l'émotionnel. Hein. En fait, une foule ne réagit pas à la raison, une foule réagit à l'émotionnel. Si vous faites baigner une foule, une population entière dans des réactions émotionnelles, on va voir juste après, hein, il se passe plein de choses au niveau du cerveau qui font qu'on ne peut plus penser, on ne peut plus raisonner sous stress. C'est impossible au niveau du système nerveux. C'est pour ça que c'est bien mieux pour eux de nous maintenir dans la peur, comme ça on ne peut plus réfléchir. Nous avons vu aussi que le besoin d'appartenance à un groupe est fondamental en tant qu'être humain. On est des êtres sociaux, on est des êtres de lien et on a besoin d'être ensemble. C'est vital pour notre survie. Et ils l'ont bien compris. Du coup, ils ont clivé la population entre les bons, les méchants, les pros, les antis, etc. Hein, tout ce qu'on connaît, pour vraiment que vous puissiez éteindre vos individualités et rester connectés au groupe, même si ce n'était pas OK pour vous. Et enfin, un dernier mécanisme qu'ils ont beaucoup utilisé, c'est d'encourager le peuple à se maintenir dans la bêtise et l'ignorance, apprendre à ne plus penser, ne plus questionner. Je reviens encore malheureusement sur l'éducation nationale, mais sur l'éducation en tout court. Hein. Il y a un bon bouquin, je trouve, de Jean-Paul Brigelli, qui est un ancien enseignant, le bouquin s'appelle « La fabrique du crétin ». Et c'est intéressant parce que c'est une rétrospective de l'évolution de l'éducation nationale dans notre société. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'apprend plus aux enfants suffisamment à penser par eux-mêmes, à questionner et à remettre en question. De toute façon, les fact-checkers savent beaucoup mieux ce qui est vrai et ce qui est faux aujourd'hui. Donc, au niveau de notre système nerveux, alors je ne vais pas vous faire un cours de neurosciences, parce que là je vais vous perdre, mais je vais essayer de vous dire quand même ce qui se passe pour que vous compreniez mieux pourquoi certains ont réagi de telle manière et d'autres avec d'autres réactions. Donc nous avons tous un cerveau, hein, a priori, qui est constitué a priori des mêmes zones cérébrales. Hein. Cerveau reptilien, ici au niveau de ma nuque, hein, mon tronc cérébral, c'est la partie la plus ancienne de notre cerveau, qui est responsable de nos réactions automatiques. Hein, tout ce qu'on n'a pas conscience, donc la respiration, la température corporelle, voilà, tout ce dont on ne peut pas avoir un accès direct et conscient, c'est contrôlé par le cerveau reptilien en bleu-violet. Le cerveau, la partie jaune, donc c'est vraiment au centre de notre cerveau, c'est le cerveau limbique, donc c'est le cerveau émotionnel. Et le néocortex, en rouge, c'est la partie de notre cerveau qui nous permet de raisonner, de penser, d'écouter une conférence, etc. Les techniques d'ingénierie sociale déclenchent du stress à haute dose dans nos systèmes nerveux. Même si on ne s'en rend pas compte, ça déclenche une alarme de stress, hein, qui est l'amygdale cérébrale. C'est un tout petit truc gros comme une amande au centre de notre cerveau. C'est comme une alarme de maison. Si vous avez un voleur qui rentre, un cambrioleur qui rentre, l'alarme va normalement se mettre à s'allumer pour détecter un danger. Nous avons à ce moment-là, quand l'amygdale cérébrale s'est activée, une libération d'hormones de stress que nous appelons le cortisol et l'adrénaline qui vont justement nous permettre de réagir. Si mon alarme de maison sonne, je vais me lever, je vais aller visiter ma maison, soit je vais partir, hein, soit je vais combattre éventuellement la personne qui m'attaque. Donc nos systèmes de fuite ou de combat sont activés, ce sont des systèmes biologiques qui sont tout à fait normaux et adaptés. Sauf que si la fuite ou le combat sont limités ou impossibles, et si la situation dure avec un sentiment d'impuissance grandissant, donc là on se retrouve dans interdit de se réunir, confiné, on ne sait pas combien de temps ça va durer,
De toute façon, c'est pas vous qui décidez, c'est toujours au-dessus, au-dessus, au-dessus. Donc, on a vécu donc, des stress intenses sans possibilité de réagir. Et bien là, c'est ce qu'on appelle la sidération. Donc, les corps vont se figer, se sidérer, on a comme bugué finalement, et on a du mal à réagir. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que si les chocs traumatiques, le stress, se multiplient avec le temps, et si nous sommes toujours sidérés de plus en plus, il y a un risque vital pour l'organisme. On peut mourir de stress, sauf qu'on est bien fichu. On a un ultime mécanisme de sauvegarde extrême pour nos corps. À ce moment-là, je vous passe les détails, mais il y a des neurotransmetteurs qui se libèrent pour stopper urgemment cette production de stress. Et donc, c'est ce qu'on appelle la dissociation. À un moment donné, sous stress, si ça dure depuis trop longtemps, les gens vont se déconnecter d'eux-mêmes. On sent plus nos émotions, on sent même plus de la peur. Alors on continue à aller travailler, on continue à s'occuper de nos enfants, on continue à vivre, mais on est comme un peu robotique, mécanique. On contrôle des passes, on fait des piqûres, on fait des choses de manière machinale sans s'en rendre compte. Et ça s'appelle la dissociation péritraumatique. C'est un mécanisme de déconnexion de notre système émotionnel et rationnel. Donc voilà ce qui se passe dans nos corps et dans nos cerveaux. Le problème, quand on est dissocié sur un long terme, c'est que les expériences vécues, les situations, ne vont pas pouvoir être enregistrées dans notre mémoire comme habituellement on enregistre un événement en fait. Elles vont rester bloquées en l'état dans notre système limbique, dans notre système émotionnel, et c'est ça qu'on va appeler la mémoire traumatique. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que s'il y a des déclencheurs, donc des mots, par exemple choc, guerre, il l'a redit Macron, la précédente allocution, là il a redit je ne sais pas combien de fois le mot guerre, variant, menace. Donc ça, c'est des mots qui vont redéclencher la mémoire traumatique des gens et du coup refaire bugger, dissocier et refaire bugger leur système. C'est pour ça qu'ils y vont beaucoup à coup d'émotions et de mots forts pour justement provoquer cette nouvelle disjonction. C'est vraiment comme un disjoncteur de maison et il n'y a plus de jus. Voilà. Ça va ? Ouais. Donc, maintenant que je vous ai expliqué ce qui se passe dans le cerveau, je vais essayer de vous faire une petite métaphore sur ce qui se passe au niveau de nos émotions, quand on est sous stress. Donc, je vous ai fait une petite animation comme ça. Voilà. C'est valable pour tout le monde et dans toutes les situations de stress. Nous avons tous ce qu'on appelle une fenêtre de tolérance émotionnelle. C'est une zone un peu de self-control. C'est-à-dire que c'est une zone dans laquelle mes émotions vont évoluer en fonction de la journée, en fonction de ce que je vis. À des moments, je vais être un peu plus stressée, donc je vais être plutôt vers la partie haute. Après, je vais plutôt me calmer, je vais aller vers la partie basse, etc. Mais rien de dramatique, c'est juste une adaptation de mon organisme aux situations que je vis. Tant que je reste dans ma fenêtre de tolérance émotionnelle, je peux communiquer avec vous, je ne suis pas trop stressée, je suis dans ma fameuse zone de self-control. Sauf qu'il y a des moments où il y a ce qu'on appelle un déclencheur, donc le mot guerre, variant, menace, ce que vous voulez, en tout cas qui génère du stress, avec tout ce que je viens de vous expliquer juste avant, qui va nous faire sortir de notre fenêtre de tolérance émotionnelle. Donc quand on sort de notre zone verte et que nous allons dans la zone rouge, nous disons que nous sommes en hyperactivation émotionnelle. Donc en gros, c'est notre système de combat et de fuite qui sont activés. Il faut réagir face à ce stress. L'hyperactivation, ça ressemble un peu à ça. On se rue dans les allées de supermarché pour prendre tout le papier de toilette qu'on trouve parce qu'on nous a dit qu'il n'y en avait plus. Voilà, il y a des scènes absolument dramatiques qui se passent lors de manifestations. En gros, les corps s'agitent en fait. C'est vraiment un véritable mécanisme de fuite ou d'attaque. On s'agite, on est tendu, on a du mal à respirer, on a du mal à dormir, on a du mal à parler, on est agressif, les gens ont peur. C'est un véritable effet de panique en fait. Quoi qu'on se fasse, à un moment donné, on va revenir dans notre fenêtre verte, on va revenir dans notre fenêtre de tolérance, on va retrouver nos esprits, le stress va s'apaiser, sauf que tout le moment toute la période où on était dans la zone rouge a été très éprouvante pour nos organismes. Pour d'autres personnes, quand il y a un déclencheur, eh bien, elles vont sortir par le bas de leur fenêtre de tolérance émotionnelle, dans la zone bleue. Là, on parle d'hypoactivation physiologique. L'hypoactivation ressemble à ça. C'est le mécanisme de soumission à l'autorité, notamment. Les gens sont vraiment dans une torpeur,
dans une perte de force. Il y a vraiment quelque chose qui s'effondre, il n'y a plus d'énergie, tandis que tout à l'heure, dans la zone rouge, il y en avait trop, en fait. Donc, vous voyez que l'énergie ne se vit pas de la même manière qu'on soit dans la zone rouge ou dans la zone bleue. Mais en hypoactivation, nous avons les pensées confuses. Nous sommes ralentis comme anesthésie, on ne ressent plus rien. On a ces fameuses attitudes mécaniques qui nous font faire des choses qu'on n'aurait jamais fait si on avait été dans notre zone verte. De la même manière, à un moment donné, on va revenir dans notre zone verte. On va reprendre nos esprits, mais tout le temps où on a été dans la zone bleue a été très éprouvant pour les organismes et les systèmes nerveux. Et ce qui se passe, et là je vous invite à vraiment regarder, c'est que au bout d'un moment, si ce type de situation devient trop fréquente, eh bien il se passe ça. Notre zone de tolérance va se réduire. Nous allons devenir de plus en plus fatigués, de plus en plus épuisés. On va être de plus en plus déclenchés en fait. Dès qu'on va nous dire des mots, ou dès qu'on va entendre quelqu'un parler de Covid, on va dire « Ah non là, arrête, je ne veux plus en parler » par exemple. Les gens sont de plus en plus épuisés avec une fenêtre de tolérance extrêmement réduite et c'est pour ça qu'ils ont des attitudes de plus en plus parfois musclées, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, ça c'est une petite illustration pour vous expliquer ce qui se passe et dans le cerveau et dans le système émotionnel chez les gens. Et donc, toute la partie après dont je vais vous parler, sur le fameux kit de résistance, c'est comment réaugmenter notre fenêtre de tolérance, comment la rendre la plus large possible, parce que c'est parce que nous allons avoir une fenêtre de tolérance la plus large possible que nous allons pouvoir faire face au stress et aux déclencheurs ultérieurs. Quelles sont les conséquences quand nous avons une foule, une population entière qui est dissociée, qui est coupée, qui est soit dans la zone rouge, soit dans la zone bleue? Eh bien, les cortex préfrontaux s'éteignent, les gens ne peuvent plus penser, ne peuvent plus raisonner convenablement. Du coup, communiquer, c'est très compliqué, voire impossible. On a tous peut-être connu des gens avec qui c'est plus possible de parler. On ne peut plus rester dans la zone verte, quitte à être pas d'accord, en fait. On a le droit de ne pas être d'accord. C'est justement ce qui fait la richesse de notre en tant qu'être humain. Mais là, c'est pas possible. La foule va se soumettre à l'autorité de plus en plus forte avec des automatisations des actions. C'est-à-dire, on m'a dit, je fais. C'est pas moi qui décide, c'est plus haut. Oui, je sais que ça n'a pas de sens, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de contestation. C'est vraiment ce qu'on appelle la fabrique du consentement. Et les mémoires traumatiques, dont je vous parlais tout à l'heure, vont être activables, comme si on appuyait sur un bouton et ça se redéclenche. Tous les mécanismes dont je vous ai parlé se déclenchent ensuite. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos relations entre nous, en fait? Les relations interpersonnelles, je viens d'en parler. On a beaucoup vécu des ruptures de relations familiales, amicales, professionnelles, avec des gens qu'on ne reconnaissait plus, ou peut-être qui ne nous reconnaissaient plus non plus. Mais, voilà. Alors, pareil, j'ai essayé de vous faire une petite animation. J'espère que ça va marcher. Donc, dans ce qu'on appelle des relations constructives, une relation constructive, c'est quoi? C'est une relation où on se sent bien. On est dans notre fenêtre de tolérance, on peut communiquer convenablement, on se sent bien, c'est assez facile d'être dans des relations constructives. Ça ressemble à ça. Quand je vais bien, je suis contente, je me sens plutôt bien dans ma vie, et l'autre, il est content pour moi. On peut partager cette émotion. Quand par contre, il m'arrive quelque chose de compliqué, eh bien l'autre va être embêté pour moi. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Donc là, c'est plutôt facile, vous voyez, l'autre s'adapte à mon état émotionnel. Dans une relation non constructive, c'est un peu plus le bazar. Quand je vais bien, je m'affirme, je retire mes enfants de l'école parce que ça me convient pas, cette situation de masque, de gel et tout ça, ou je décide de ne pas me faire vacciner parce que c'est mes convictions, c'est mon droit, j'ai le choix. Eh bien l'autre, ça va l'énerver. Il ne va pas être content. Parce que ça le fait sortir de sa fenêtre de tolérance. D'accord? Par contre, quand je ne vais pas bien, je dis, tu te rends compte, mon mari, un an après, il est toujours suspendu, il ne peut toujours pas reprendre son activité de pompier, etc. L'autre, il ne réagit pas. No comment. Aucune réaction. On vit ça dans notre famille, c'est assez... Pourtant, je connais les mécanismes, mais moi, ça me sidère tout le temps. Aucune réaction, mais même pas un « ok », rien. L'autre ne réagit pas. Pareil, ça le fait sortir de sa fenêtre de tolérance, il n'y a pas d'empathie possible. Comment faire pour sortir d'une relation... Du coup, je continue. Du coup,
pour éviter le moins pire, parce qu'il vaut quand même, le moins pire, c'est que l'autre ne réagisse pas plutôt qu'il soit en colère. Eh bien, nous allons avoir des gens qui vont continuer à ne pas bien aller, en fait. Ils ne vont pas chercher à sortir de cette situation d'inconfort parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque d'énerver les gens. Or, je vais garder mon masque parce que j'ai vu ce que ça faisait avec les gens qui essayent de l'enlever, ils se font traiter de complotistes et tout ça, donc moi, je le garde. Mais du coup, je ne vais pas bien. Mais au moins, c'est moins pire. J'ai de l'indifférence et je peux rester dans le groupe. La seule et unique solution pour sortir des relations non constructives, c'est d'arrêter de se faire du mal d'une certaine manière et de faire les choses qui ont du sens et de la valeur pour nous, de nous reconnecter à nos valeurs. Le problème, c'est que ça va vraiment énerver certaines personnes en face de nous. Du coup, réaction légitime et logique, on va retourner ici. On s'est pris une radée, on se dit, bon, ok, j'ai essayé, ça ne marche pas, je remets mon masque ou j'en parle plus, etc. Mais on continue à aller mal. Donc vraiment, pour sortir de ce cercle infernal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, qui ne souhaitent pas être dans cette situation, ils veulent rejoindre les mamans louves, mais ils n'osent pas, ils ne font pas le pas, parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut provoquer. Donc ils restent comme ça dans une solitude, dans un inconfort, mais au moins, il y a moins de risques. Donc la seule et unique solution vraiment pour en finir avec ça, c'est de prendre soin de soi, c'est de cultiver le bon, c'est de se réunir en conférence, c'est de rencontrer des gens avec qui on peut partager les mêmes valeurs, qu'on peut rester dans notre fenêtre de tolérance. Alors oui, ça va générer encore plus d'agacement chez certaines personnes, mais c'est la seule et unique solution. Ce qui se passe généralement à la fin, c'est que à un moment donné, on est de plus en plus ancré dans la certitude qu'on est dans le juste, en fait. Je connais aucune personne qui s'est réveillée, peu importe depuis quand, mais qui retourne en arrière. C'est très très compliqué. Une fois qu'on voit les choses, une fois qu'on a suffisamment ancré en nous, qu'on a rencontré du monde, on ne peut pas revenir en arrière. Le monde d'avant, moi j'en veux pas en fait. Je ne sais pas vous, mais moi je ne veux plus du tout ça. Donc ça énerve. Il y a beaucoup de populations que ça énerve. Puis maintenant, on va s'en prendre parce qu'on va mettre le chauffage à 20 degrés et pas à 19. Donc voilà, ça va en énerver d'autres. Mais c'est la seule solution. Donc après, ces gens-là qui sont énervés, soit ils vont se remettre en question, ça va les aider peut-être à se questionner, ou soit ils iront chercher d'autres personnes avec qui s'énerver en fait. Voilà. Donc l'idée de prendre soin de nous, elle est vraiment fondamentale pour sortir des relations constructives et du coup de se retrouver de nouveau dans ce qui fait de nous des êtres d'empathie, de lien, de cœur. Ça va ? Ouais. Alors, quelques mots concernant nos enfants. Donc, l'impact de la crise sur nos enfants, c'est un véritable enjeu de santé publique majeur, selon moi. Je voudrais juste vous montrer une toute petite vidéo sur de quoi a besoin le cerveau d'un enfant pour se construire convenablement, et puis après, on en reparle. Donc c'est une vidéo qui a été faite il y a beaucoup d'années, ça n'a pas attendu le Covid. C'est une vidéo de Céline Alvarez, qui est une ancienne enseignante, qui est partie de l'Éducation nationale, parce que ça ne lui convenait plus. Et je vous la montre. Pour construire son intelligence, l'être humain qui vient de naître commence par fixer dans les fibres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones.
Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2/3 de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. A l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Jack Shonkoff de l'Université d'Harvard le confirme. Advances in neuroscience, molecular biology, and genomics have a very simple message. That message is that early experience literally is built into our bodies, for better or for worse. Surveillons donc nos habitudes, car elles structurent directement le cerveau de l'enfant. Tout cela pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du monde, alors offrons-le lui et offrons-lui le Sur les yeux. Voilà. Après le premier confinement, quand je suis retournée, parce que je travaillais avec des crèches aussi, des professionnels de crèche, je suis retournée pour une supervision et j'ai tout de suite demandé, ils venaient de masquer les professionnels de la petite enfance. Moi, ça m'a fait, comme je vous disais, réagir très très fort quand on connaît ça. Je me suis dit, mais évidemment, masquer des professionnels de la petite enfance, c'est absolument dramatique. Les collègues là, de l'équipe ignoraient beaucoup ce type d'informations. Ça nous a permis beaucoup d'apprendre. M'ont dit, oh là là, Johanna, mais vous saviez, c'est incroyable, les bébés, ils comprennent tout ce qu'on vit. Hein. Ils voient bien qu'ils doivent bien sentir qu'il y a du stress en ce moment parce qu'ils sont calmes. On les entend plus.
Donc elle le voyait par mes connaissances. Hein, j'adore cette équipe, en plus elles sont vraiment très... Mais par mes connaissances, elle pensait que c'était une bonne nouvelle que les enfants ne réagissaient plus. Sauf que c'est dramatique, un bébé qui ne réagit plus. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand elles ont commencé à enlever les masques, là, je ne sais plus quand, il y avait des bébés qui hurlaient de peur. Quand les personnes qu'ils avaient toujours connues masquées, eh bien, enlevaient le masque, eh bien, il y avait des bébés qui avaient peur. Donc, évidemment, c'est dramatique pour nos enfants. Donc autant, moi j'ai pris la parole très très rapidement il y a 2 ans pour parler de ces impacts psychologiques, bon, autant on me traitait de je sais pas quoi et que j'en faisais toujours trop, autant aujourd'hui il y a des études très claires qui montrent l'impact sur les enfants. Il y a des enfants qui rentrent à l'école maternelle, ils dessinent vous savez les fameux bonhommes patates là, mais ils dessinent les têtes et 2 points. Il n'y a plus de bouche. Parce que, comme on l'a vu dans la vidéo, l'enfant, il va intégrer ce qui va façonner en fait, les neurones miroirs, c'est les fameux neurones nécessaires pour l'imitation, ça a affaibli les neurones miroirs, en fait, parce qu'on leur a privé de 50% de nos visages. Donc, il y a vraiment des choses qui se sont installées. Les enfants ont grandi donc dans une société masquée, j'y reviendrai sur le masque, apeurée, stressée, et on sait que les enfants sont extrêmement vulnérables au stress en fait, c'est des éponges comme on dit très souvent. Et l'école est devenue un lieu anxiogène pour beaucoup d'enfants, avec des protocoles à répétition. Les mamans louves m'avaient donné l'info, c'est qu'il y avait eu à peu près 1 protocole différent par semaine en année 2021. Et en plus, les adultes censés être les garants de la sécurité des enfants, et bien, comme ils avaient les protocoles le dimanche soir, vous imaginez bien les adultes stressés qu'ils étaient le lundi matin. Donc forcément, les adultes aussi ont transmis, sans forcément le souhaiter, bien évidemment, de la peur aux enfants, du stress. Et avec cette imposition du masque, quoi qu'il en coûte à l'enfant, s'il ne voyait rien parce qu'il y avait de la buée sur ses lunettes, il fallait qu'il enlève ses lunettes et qu'il garde le masque. On a appris aux enfants au fait que l'individu passe après le collectif. C'est d'abord les autres et après toi-même. Toi, tu restes dans l'inconfort, mais il faut que tu protèges les autres. Donc ça, c'est vraiment une inversion des valeurs extrêmement grave dans une société. Et comme le dit très bien Roxane des Mamans Louves, Marie-Estelle Dupont, ma consoeur psychologue que vous voyez sur la télé, elle a beaucoup réagi aussi rapidement. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est le futur adulte évidemment de demain, et nos enfants, on altère leur capacité, on altère la construction de leurs neurones miroirs, et c'est ça qui est responsable de l'empathie. Donc vous imaginez une société qui se construit sans empathie. Voilà. Donc voilà, je passe, les Mamans Louves ont tellement fait des magnifiques émissions de témoignages pour témoigner des punitions, des menaces, des humiliations qu'ont vécu nos enfants dans certaines écoles. Mais encore une fois, je ne jette pas la pierre aux enseignants qui ont apeuré les enfants. Je crois vraiment que ça montre la détresse psychologique qu'ils ont en fait. Et étant sortis de leur fenêtre de tolérance, c'est impossible de s'occuper d'un enfant qui a besoin. Alors les fameuses magnifiques pubs, quand on s'aime, on ne s'approche pas. Alors que quand on sait que ce qu'on a besoin en tant qu'être humain, c'est le contact, ça n'a aucun sens en fait. On a vraiment vécu des situations de non-sens avec une culpabilisation à outrance des enfants. Même si tu te sens bien, tu risques de contaminer et de tuer papy et mamie. Pour la petite anecdote, je la raconte beaucoup parce que ça illustre beaucoup. Moi, j'ai accompagné un jeune garçon de 13 ans. J'ai écrit un article d'ailleurs qui a été publié sur Enfance et Liberté, etc. Enfin, sur le site, aussi. Vous pourrez le retrouver. Collégien de 13 ans qui vient me voir, pas d'antécédent psychologique. Et la maman me dit, très embêtée, que son enfant a développé une phobie, une peur, donc moi ce qu'on appelle les phobies d'impulsion. Une phobie d'impulsion, c'est une peur complètement disproportionnée de passer à l'acte sur quelqu'un. Et en fait, ce jeune garçon m'explique qu'il a une peur terrible, la nuit, quand il dort, de se réveiller, d'être somnambule sans le savoir, et d'aller tuer sa mère. Alors du coup, ce qu'il avait trouvé pour éviter ça, c'est qu'à chaque fois, à 20h, 20h30, quand il allait se coucher, il s'enfermait à clé dans sa chambre. Il avait une grosse armoire qu'il mettait devant la porte. Comme ça, au cas où il se réveille, il ne pourrait pas sortir de sa chambre. C'est ce qu'on appelle une phobie d'impulsion. C'est un trouble psychiatrique.
Ce que les rendez-vous que j'ai eus avec lui ont permis de mettre en évidence, c'était qu'il avait intégré que même s'il est en bonne santé, même sans s'en rendre compte, il peut tuer ses proches. Donc c'est une illustration que j'aime bien donner pour faire comprendre aux gens comment un enfant va traduire des campagnes de pub culpabilisantes et des messages qui n'ont aucun sens, de dire si tu es en bonne santé, les asymptomatiques peuvent tuer. Voilà comment ça peut se traduire dans le psychisme d'un enfant, encore une fois sans aucun antécédent psychologique. Quelques séances ont permis de remettre les choses dans le bon sens, en fait, hein, dans l'ordre, et aujourd'hui il va mieux et il dort, et ses phobies et d'impulsions sont terminées. Donc les menaces, les punitions, l'isolement, les sanctions, hein, j'y reviendrai pas, mais en tout cas nos enfants ont vraiment vécu à outrance tout ça, le clivage, hein, avec voilà, les enfants de plus de 12 ans qui n'avaient pas de passe et de QR code ne pouvaient plus entrer dans une bibliothèque, ne pouvaient plus aller à Royal Kids pour fêter les anniversaires, etc. Les injonctions paradoxales, hein, donc une injonction paradoxale, c'est dans la même phrase, vous avez blanc et noir en fait. Hein, donc en gros, pour ton bien, reste chez toi, tu ne vois plus personne, tu ne fais plus de sport et tu regardes Netflix, ça t'occupera. Donc en gros, on a fait la prescription à nos enfants de tout ce dont généralement on dit qu'il ne faut pas faire en fait. Parce qu'un enfant, il a besoin de voir ses copains, il a besoin de sortir, il a besoin de faire du sport. Voilà. Et avec cette inversion des rôles dont je vous ai déjà parlé, avec l'infantilisation des parents et la parentalisation des enfants. Voilà, le summum de l'absurdité, je crois que c'est les auto-attestations. Je pense que ça, c'est vraiment... Il faut les garder parce qu'on a un devoir de transmission hein, à nos enfants de ce qu'on a vécu. Et je pense que les auto-attestations, ça fait partie du package à garder. Voilà, donc bon, je vais assez vite, hein, les protocoles sanitaires en milieu scolaire. Donc comme vous disait Michel, hein, ils sont déjà en place. Ils peuvent être activables à tout moment par les établissements scolaires. Donc les adultes sont sous stress chronique encore, hein, donc si demain on leur dit attention, il y a des variants qui touchent les enfants, en plus il n'y a plus beaucoup d'enseignants, il ne faut pas qu'ils tombent malades, vite masquons les enfants, hein, ça c'est ce qui risque de se passer. Donc les enfants, le problème c'est que quand ils grandissent autour d'adultes apeurés, ils vont toujours privilégier l'adulte plutôt que eux en fait. Hein, ça c'est ce qu'on appelle le conflit de loyauté chez les enfants, ils vont toujours préférer dire non, tout va bien, moi le masque ça m'embête pas, maman, t'inquiète pas, plutôt que de faire de la peine à maman ou de l'inquiétude à maman. D'accord ? Donc quand on questionne un enfant pour demander comment il a vécu cette période, le masque, les protocoles et tout ça, ne vous contentez pas d'un « oh ça va ». Parce que c'est pas parce qu'il dit que ça va vraiment en fait. Il faut aller creuser comment ils l'ont vécu, véritablement, parce que le risque c'est de s'arrêter au conflit de loyauté et d'en conclure que les enfants s'habituent bien. Ils disent rien. Donc la fameuse question du masque, et après j'en arrive à la fin de mon intervention avec comment faire, hein, bien sûr. Alors ça a masqué le visage des adultes, mais ça a masqué aussi le visage de nos enfants, et bien sûr à la période, je pense notamment aux adolescents, avec les boutons, l'appareil dentaire, c'est pas un âge très très simple. Mais du coup, ça a arrangé certains adolescents. Et on a vu, quand on a autorisé à enlever les masques, il y a beaucoup d'adolescents, d'adultes aussi hein, d'ailleurs, qui n'ont pas réussi à enlever le masque. Et j'avais un jeune garçon de 16 ans qui, en fait, ne pouvait pas enlever son masque, donc je l'ai vu en rendez-vous. Et il me disait qu'il ne pouvait plus regarder une fille parce qu'il voyait les bouches. Et en fait, ce garçon, 15 ans, hein, pendant un an, ou je ne sais pas combien de temps ils ont gardé le masque, là, il ne voyait pas les bouches des filles et il m'expliquait que la bouche, c'était comme s'il voyait la fille toute nue. La bouche était devenue une zone érogène, en fait, une zone érotique pour lui, et donc il devenait tout rouge, donc il avait fait une phobie scolaire, il ne pouvait plus retourner au collège, en fait. Voilà. Une nouvelle illustration de la traduction en fonction de l'âge des gens. Bon, les bébés, ça a entravé la construction de leur cerveau, hein, comme je vous disais. Juste un petit truc vraiment tout bête à savoir, mais les 4 émotions principales qu'on a, c'est la joie, la peur, la colère, la tristesse. 4. Il y en a plein d'autres, mais les 4 principales. Quand on a une émotion, quand on vit une émotion, il y a des micro-mouvements sur notre visage. Quand on voit quelqu'un qui a une émotion, il y a des micro-mouvements qu'on voit. La joie, à votre avis, on le voit où ? Alors les yeux, c'est vrai, mais principalement c'est le sourire. La bouche. Si je suis joyeuse, je vous fais un sourire, vous allez le voir.
La colère, on fronce les sourcils. La tristesse, on a les yeux embués. Et la peur, on écarquille les yeux. Donc nous avons effectivement privé nos enfants de la seule émotion qui se manifeste par le bas du visage, les confrontant pendant je ne sais pas combien de mois, beaucoup trop, au haut de notre visage, qui est le vecteur principal de la colère, de la tristesse et de la peur, et bien sûr de la dissociation. Quand on déconnecte, vous savez, on bug. Donc, les yeux dans le vague, les yeux qui ont bugué, c'est aussi au niveau du haut du visage. Ok, bon, et donc, vous dormez pas, ça va? Non? Bon, c'est bon en fait. Vous me dites ce que vous voulez que j'accélère. Non, je voulais juste, alors avant de partir, j'avais oublié cette partie, j'ai juste 3 grandes familles d'impact psychologique qu'on voit aujourd'hui chez les gens. Donc je vous les présente très rapidement pour que vous fassiez votre petit bilan psychologique personnel et puis aussi ceux de vos proches. Après, il n'y a pas enfin, voilà, on peut s'en sortir, mais il faut le repérer quand même. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des troubles de stress post-traumatique. Donc, les caractéristiques d'un stress post-traumatique sont les suivants. Il faut tous les cocher, d'accord? Donc, je vous les donne, mais il faut tous les cocher. Les gens qui sont traumatisés vont avoir des symptômes d'évitement, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour essayer d'éviter de se confronter à l'objet de leur peur. Donc typiquement les enfants par exemple qui ne peuvent plus aller au collège parce que depuis qu'on a enlevé le masque, il y a peut-être le virus qui circule, donc ils vont tout faire pour éviter de s'y confronter. Les personnes qui ne peuvent pas enlever leur masque, je reste sur le masque, mais tout symptôme qui permet d'éviter de se confronter à l'objet de ma peur va être majoré. Les gens sortent de leur fenêtre de tolérance, donc très très souvent, soit par le haut, soit par le bas. Donc c'est une hyper-réactivité émotionnelle. C'est comme si leur amygdale cérébrale, c'est comme leur alarme qui se déclenche tout le temps. Donc ils sont très très réactifs émotionnellement. Il y a un effet négatif sur l'humeur et les pensées, c'est-à-dire qu'il va y avoir une généralisation. Les gens vont vraiment généraliser ce qu'ils ont vécu, mettons en 2021, c'est valable pour tout le temps. C'est-à-dire toucher, c'est dangereux. Donc, je ne toucherai plus jamais personne, par exemple. Donc, il va vraiment avoir un effet et une généralisation sur les pensées et sur leur humeur. Les humeurs sont extrêmement changeantes. On ne se reconnaît plus ou on ne reconnaît plus la personne. Et on va avoir des réminiscences, c'est-à-dire des flashbacks, des mots comme ça qui vont de nouveau nous refaire sortir de notre fenêtre de tolérance. On va faire des cauchemars, on va y repenser sans arrêt. Et des symptômes dissociatifs, c'est-à-dire les moments où je déconnecte et je ne suis plus à l'intérieur de moi. La deuxième grande famille des troubles, c'est les troubles anxieux. Alors les troubles anxieux, c'est à peu près ça. Les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, les phobies d'impulsion, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de mon jeune garçon de 13 ans, les scarifications, les passages à l'acte suicidaire. Il faut quand même savoir que les études aujourd'hui sont claires et montrent qu'il y a 300% de tentatives de suicide chez les moins de 15 ans en plus, par rapport à la période avant Covid, pré-Covid. 300% de plus. C'est juste dramatique. Les services de pédopsie sont débordés et comme on a suspendu aussi les psychiatres et les psychologues, je vous laisse imaginer comment c'est. Les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. Oui, la bouche étant devenue un vecteur de propagation de quelque chose d'extrêmement dangereux, vous imaginez. Les taux d'anorexie chez les jeunes filles sont pareils, je crois plus de 70% par rapport à la période pré-Covid, c'est dramatique. Les décrochages, les phobies scolaires et voilà, tout ce qui va être émotion débordante, on va les ranger dans la catégorie des troubles anxieux. Les troubles dépressifs, donc là on est vraiment dans un effondrement avec une incapacité de se projeter, une perte de sens. Donc ça éteint la vitalité de la personne qui peut être agressif, irritable ou très débordée émotionnellement ou au contraire complètement éteinte. La personne va avoir tendance à s'isoler. Elle n'a plus d'intérêt, elle fait les choses parce qu'il faut les faire, mais ça n'a plus de sens en fait. L'émotion principale va être la tristesse et elle va se soumettre, du coup elle va répondre aux ordres, aux exigences de manière très facilement. J'avais quand même envie de vous dire qui sont les personnes qui résistent malgré ce contexte pourri, parce que quand même il y en a depuis longtemps, voilà, on est tous là. Mais il y a de plus en plus de personnes, je trouve, qui prennent conscience de tout ça. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que les consciences s'ouvrent. Ce que j'ai repéré, c'est que les gens qui sont éveillés depuis quand même assez longtemps sont des gens qui ont tendance à être très ancrés dans le réel et dans le lien, et en contact avec d'autres êtres humains.
C'est pas des gens qui restent bloqués devant Netflix, à pas sortir de la journée, à faire du télétravail. C'est des gens qui sont vraiment en contact avec la nature, avec l'humain. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que c'est des gens souvent qui ont déjà connu dans leur parcours de vie des mécanismes de manipulation. Du coup, quand ils sont revenus là, ces mêmes mécanismes, ils ont leur boussole intérieure qui s'est allumée en disant « Attends, on ne me la refait pas. J'ai déjà connu ça. Mais j'ai travaillé sur moi, je m'en suis rendu compte, j'ai traversé ces épreuves de vie. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nos épreuves de vie peuvent nous être utiles pour la suite. La preuve. Mais du coup, ce qu'on vit là, c'est utile pour la suite des événements. On ne réagira plus pareil. On réagira encore avec plus de ferveur. Des gens capables de dire stop, de mettre des limites, qui ont accès à une saine colère, parce que la colère, c'est l'énergie par définition des limites, qui s'autorisent à questionner ce qu'ils observent et à ne pas être d'accord. J'ai le droit, j'ai appris que j'ai le droit de ne pas être d'accord, donc je pose des questions. Et en contact avec leur boussole émotionnelle et leurs sensations. Voilà. Pour moi, alors, c'est pas exhaustif, hein, probablement. Voilà ce que j'ai remarqué. Allez, j'en termine là. Donc, kit de résistance, quand même, on était là pour ça. Donc déjà, calmer son stress. Essayer de revenir dans notre fenêtre de tolérance dès que possible, dès qu'on sent qu'on a été déclenché, et ça arrive à tout le monde, hein, c'est normal. Ça veut dire que c'est un bon signe de santé mentale, hein, déjà d'être là aujourd'hui, d'être en lien avec tout ça, et surtout que votre alarme fonctionne bien, en fait. Hein. Donc le stress n'est pas... c'est pas problématique d'être stressé, c'est juste de repérer quand ça va trop loin et d'apprendre à revenir. Donc la responsabilité que nous avons aujourd'hui chacun, c'est de revenir dans notre fenêtre de tolérance en apprenant à baisser notre niveau de stress pour pouvoir de nouveau reconnecter le cerveau. Donc apprenez à respirer, à activer votre système nerveux parasympathique, hein, c'est le fameux système d'apaisement. L'activité physique, le lien avec la nature, la création, l'art, bref, tout ce qui vous fait du bien finalement, faire des apéros, vous serrer dans les bras, ce que vous voulez, mais c'est ça qui va permettre de calmer le stress. Stéphane en a parlé très bien.